Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette conférence RCF à l'espace Fréquin, organisée par le Club des donateurs de RCF, que j'ai l'honneur de présider. Je m'appelle Henri de Pracontal. Ce soir, le thème de notre soirée est pour les entreprises « Comment reconquérir le terrain perdu à cause du Covid ?» Et nous avons un panel de 5 entreprises qui ont des témoignages passionnants qu'ils vont livrer dans un instant. Comment rebondir, sachant que le Covid est loin d'être terminé, mais que cela fait 6 mois, le 17 mars, que nous avons commencé le confinement, puis nous sommes déconfinés. Cette émission passera donc sur RCF et nous avons 50 minutes. Je le dis pour les personnes de la salle, nous continuerons avec des questions de la salle ensuite et cela sera enregistré en podcast et vous pourrez accéder à cette émission sur le site de RCF. 6 mois déjà. Donc je vais demander à chacun, chaque chef d'entreprise ici présent, de se présenter très rapidement, en 1 minute, son activité et nous dire s'il a été arrêté, si il a été confiné ou si il a pu continuer son activité au tout début. Et je vais commencer par la très belle entreprise, la Belle Fermière, Patrick Blainville. Bonjour. La Belle Fermière, c'est 2 magasins de producteurs, un magasin à Ruelle et un magasin à Ruffec. Alors quand on dit des magasins de producteurs, ça représente, je dirais, 70 environ fournisseurs par magasin. L'activité n'a pas été arrêtée, elle a été aménagée par contre. Sur Ruelle, on est passé sur, on va dire, pratiquement un mi-temps. Et sur Ruffec, là, par contre, on a favorisé un autre mode de fonctionnement, notamment des livraisons en complément de l'activité traditionnelle. Merci Patrick. Patrick Trio, TDI. Bonsoir à tous. TDI Service, donc 85 personnes installées sur 7 sites. Voilà. Nous, on a eu un double effet qui se coule. C'est-à-dire que quand le confinement a été annoncé, on a eu une très très grosse demande. Nous sommes dans l'informatique. Pardon, je n'ai pas précisé. Donc on a eu une très forte demande pour mettre en place le télétravail chez nos clients. Donc on a eu un pic important sur pratiquement les 3 premières semaines. Et puis après on a eu un petit coup de mou. Hein, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais voilà où on a fait appel au chômage partiel en maintenant un niveau de service comme minimum pour les clients qui étaient encore ouverts. Merci Patrick. Alors, la plus grande entreprise de la région, Leroy-Somer, Sandy Bro. Quelques mots. Donc, Sandy Bro, je suis responsable achat et supply chain de la partie EPG. Donc, il y a une partie à l'intérieur de Leroy-Somer. Donc, la division étant coupée en 2, une partie alternateur et moteur industriel, moteur électrique. Donc, nous, effectivement, on a été très impactés immédiatement. On s'est retrouvé avec à peu près 11% de personnes présentes sur le début du Covid, donc au 17 mars. Et puis une reprise d'activité très difficile, partielle forcément, donc il a fallu un peu gérer les priorités. Notre plus grosse problématique, ça a été de gérer les clients à tendance prioritaire, c'est-à-dire à savoir ce qui était vital pour le bon fonctionnement. Donc comme on fait de la fourniture d'énergie, donc du power supply sur les hôpitaux ou les moteurs électriques sur des parties un peu plus stratégiques où il fallait impérativement de la production, donc la production de masques, enfin toutes ces choses-là. Donc de choisir correctement qui devait être fourni ou pas en fonction des effectifs. Donc une vraie problématique de gestion au départ. Et puis après, on en reparlera, un rebond ou pas de rebond, et puis d'essayer de comprendre comment on pouvait avancer au mieux avec la problématique. Merci Sandy. Je me tourne vers Loïc Vinuesa, Chiminov. Bonsoir, Loïc Vinuesa, donc Chiminov, une entreprise créée en 1994 à Angoulême. On emploie 14 personnes, on fabrique et on distribue des allumes-feu et des produits d'entretien en France à nos marques, Winkel et Calumet, également en marque distributeur et pour d'autres industriels. Alors, on a eu un petit peu la même problématique que la vôtre, c'est-à-dire que pendant la crise, la difficulté pour nous a été surtout de pouvoir répondre à la demande. On reviendra dessus après, on a fabriqué du gel hydroalcoolique et du désinfectant. Et la difficulté était vraiment pour nous d'arriver à produire. Et la supply chain a été aussi un vrai souci. Et c'est toujours d'ailleurs un vrai casse-tête plusieurs mois après.
Merci Loïc. Et puis en Charente, il y a le cognac. Il nous fallait un représentant du cognac. Et donc c'est la maison Hein avec François Legrel. Alors la maison Hein, c'est une maison qui a quand même plus de 257 ans, qui regroupe aujourd'hui 35 personnes qui sont réparties entre un vignoble et une activité de production et de négoce. On exporte 90% de nos produits sur des marchés principaux comme l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord avec la Russie, l'Asie et la Chine en particulier, et avec également un secteur travel retail duty free qui, vous l'imaginez bien aujourd'hui, est à zéro. Quand ça s'est produit, nous avons été effectivement un peu surpris, mais nous avons décidé de ne pas fermer, nous avons continué. Il y avait un certain nombre de commandes qui étaient en cours, que nous nous sommes obligés à produire. Nous avons mis en télétravail un certain nombre de personnes qui pouvaient l'être. Toutes ne pouvaient pas l'être. On a eu un tout petit peu de chômage partiel et on a également utilisé la possibilité que nous avions avec les vignes pour envoyer des personnes qui habituellement étaient dans les bureaux pour travailler dans les vignes, pour découvrir une autre expérience quand elles étaient volontaires pour le faire. Voilà. Merci François Legrel. Vous allez continuer parce que d'envoyer tout le monde aux vignes. Vous y avez été personnellement travailler dans les vignes? J'étais personnellement, je veux dire, un peu dans les vignes. Je n'y ai pas été pour travailler, j'y étais un peu pour motiver les équipes, c'est clair. Par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous avez réorganisé, rebondi, utilisé le télétravail, changé votre relation avec vos clients? À partir du moment où on exporte 90% de sa production, on peut imaginer que ça se fait également avec beaucoup de voyages. Donc il n'y a plus eu de voyages. Paradoxalement, on n'a jamais eu autant de contacts avec nos clients depuis 7-8 mois. Alors des contacts qui se sont faits avec les nouvelles technologies. On a eu recours plus aux nouvelles technologies telles que Zoom ou bien WhatsApp que le téléphone. Et on a, dans un premier temps, essayé d'avoir tous nos clients de façon régulière pour les rassurer par rapport à la situation que nous vivions, voir aussi comment eux allaient, parce que c'était important, et ensuite adapter les différentes relations en fonction des marchés pour essayer de continuer l'activité autant que faire se peut. Ça s'est traduit, je veux dire, par des heures et des heures de discussion, avec un aspect peut-être plus humain, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisqu'on utilisait des moyens un peu froids que sont les nouvelles technologies. Mais ça nous a permis de développer de nouveaux marchés dans certains cas. On a fait beaucoup de démarchage. On a même réussi, pendant ces 6 mois, à changer de distributeur sans avoir vu les distributeurs physiquement, ce qui était quand même un exploit. Et on a eu recours à beaucoup d'expériences à Zoom, avec de la formation. Donc on a fait beaucoup de vidéos qui nous ont permis d'expliquer un peu nos produits. Et ces vidéos, on a essayé de faire en sorte qu'elles puissent aller le plus loin possible dans la chaîne de distribution, c'est-à-dire jusqu'aux cavistes, quand on parlait de marchés où on était distribué par des cavistes. Et dans certains cas, on a même pu réaliser des dégustations en ligne à partir du moment où les équipes avaient les produits concernés. On a également, fait attention à ce que ces relations, puissent être, au niveau de l'organisation interne, il y a une partie qui est beaucoup plus occupée que le reste. Et échanger, avec nos clients a été une de nos priorités. Commercialement, aujourd'hui, ça s'est traduit par un maintien d'activité, voire dans certains cas des développements. Et ces développements se sont produits là où il y avait Internet, et quand je parle d'Internet, là où il y avait des plateformes type Amazon. À titre d'exemple, un marché dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le marché britannique, à notre grande surprise, on a vu les ventes augmenter de 20% uniquement grâce à Amazon. Sur Amazon, vous pouvez vendre directement aux consommateurs. Alors ça se fait avec le distributeur qui a une relation avec le Amazon local.
pour autant qu'il y ait des accords des accords de prix, de respect de prix, que les produits ne soient pas complètement, je dirais, vendus à bas prix, comme ça peut être le cas dans certains cas. Est-ce que vous avez rattrapé le creux d'activité que vous avez eu en mars-avril? Est-ce qu'à date, on peut dire que vous êtes Alors équilibré? globalement, l'activité est à l'égal de l'année dernière, voire un peu supérieure, mais ça dépend des marchés. Il y a des marchés sur lesquels on a une grosse chute, les marchés asiatiques pour l'instant. Les marchés qui se tiennent bien sont les marchés États-Unis et Grande-Bretagne, qui nous permettent, je veux dire, de compenser la disparition notamment que l'on a au niveau du travel retail. L'autre chose que l'on a faite également, c'est qu'on a essayé d'agir sur les stratégies qu'on avait initialement avec ces marchés. On a des marchés sur lesquels on avait accès principalement sur tout ce qui est on-trade. Le on-trade, en fait, c'est tout ce qui est consommation directe, c'est les hôtels, cafés, restaurants. Et il a fallu que l'on réinverse la mécanique et donc que l'on réinverse tous les budgets qui étaient initialement alloués pour ces différents secteurs et faire ça à distance avec des équipes en face qui sont parfois très éloignées, avec des décalages horaires. Ça a nécessité, je dirais, beaucoup de patience et beaucoup de discussions. Mais finalement, je pense qu'on a réussi au final à avoir une relation qui n'a jamais été aussi étroite avec nos clients qu'aujourd'hui. Merci François Le Grel. Donc, bel exemple de resserrement des relations alors qu'on est à distance et qu'on ne peut pas se voir. Formidable. Alors Loïc, dans la chimie, c'est le même problème ou d'autres problèmes? Nous, on a été confrontés à un problème sensiblement différent, en fait. En quelques mots, on fabriquait, en fait, historiquement, on fabrique des produits d'entretien. Et il se trouve qu'on avait un petit peu anticipé quand même en janvier-février qu'on a un petit peu oublié, mais le SRAS, c'est un petit peu la même chose qui s'était passé pour le SRAS, l'affolement sur les masques, sur le gel hydroalcoolique. Et on avait un petit peu anticipé la chose, on avait approvisionné concrètement des matières. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on ne s'est concrètement jamais arrêté de produire. On a même produit le week-end. Débordé en fait, complètement débordé par un afflux de commandes, à la fois sur nos produits historiques, les produits d'entretien, mais aussi sur le gel hydroalcoolique. Alors, on était un petit peu en stand-by avec la DGCCRF en fait sur la capacité et l'autorisation de le produire, parce qu'on l'oublie, mais donc je crois que le confinement c'était mi-mars, vers le 16 à peu près. Pendant 2 semaines, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, personne n'avait de masque, c'était quand même un petit peu l'affolement général. Et en fait, l'arrêté ministériel est tombé le 26 mars, autorisant les installations ICPE, enfin, à pouvoir produire. Le gel hydroalcoolique, à titre d'information, on en avait déjà produit, on en donnait à nos salariés, tout le monde était équipé, leur famille aussi, depuis la fin janvier. Donc on a eu enfin l'autorisation le 26 mars, et là c'est parti, on s'est retrouvé, si vous voulez, dans une situation où on était complètement débordé par la demande. C'est un phénomène assez connu, mais quand vous avez besoin d'1, vous commandez 3, en espérant avoir 1. Le problème, c'est que c'est difficile d'arbitrer. Et en fait, on s'est donné une mission un peu aussi en accord avec la préfecture, qui nous a clairement demandé de ne pas orienter notre flux de production vers le milieu médical. Nous, on s'est donné comme mission à Chiminov de fournir nos clients historiques. La grande distribution, en l'occurrence, on est quand même dans une situation un peu paradoxale où il y avait... Dans les magasins, ça ne se passait pas très très bien. Les personnels des magasins travaillaient sans protection. Je parle de la grande distribution, hein, sans protection. Et les consommateurs, le comportement des consommateurs n'était pas très rationnel ou respectueux. Donc en fait, on s'est donné comme mission de fournir en priorité nos clients. Donc concrètement, on a adressé des propositions à en fait, nos clients, les enseignes de grande distribution, pour qu'elles puissent fournir du produit à leur personnel. Et en fait, la difficulté pour nous, ça a été essentiellement une difficulté logistique, où on a dû... La chaîne logistique s'est complètement cassée. Je pense que c'est vrai dans plein d'autres business, mais c'était difficile de trouver de l'alcool, okay. Mais c'était aussi quasi impossible de trouver des emballages, des flacons, des bouchons.
Les étiquettes, ça allait. Encore fallait-il les faire. On les a fait pendant le week-end avec l'imprimeur. Mais si vous voulez, c'était vraiment extrêmement, extrêmement compliqué. Donc on a essayé de s'organiser en conséquence. Et puis ce qui a été aussi un petit peu... on est, je crois, à la 6e version d'arrêté ministériel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les matières disparaissaient du marché, c'est-à-dire qu'au départ, on a fait la formule OMS, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de glycérine sur le marché, où on ne trouvait plus l'alcool qui était dans l'arrêté, donc on élargissait un petit peu sur l'alcool. Et donc on en est à la 6e version aujourd'hui, au fur et à mesure simplement parce qu'il fallait modifier concrètement les formulations, parce qu'il n'y avait plus rien sur le marché. Donc voilà, donc nous, si vous voulez, aujourd'hui, on a réussi pendant cette période à fournir et à approvisionner nos clients. La difficulté d'arbitrer aussi les commandes, clairement. Voilà, ils voulaient tous nous prendre tout ce qu'on avait, mais sauf que c'était pas possible. Et puis en deuxième saison, si j'ose dire, ça a été la même chose sur le désinfectant. Là, après, donc c'est vrai qu'on a été confronté vraiment à cette difficulté, qu'on était à la limite de notre capacité. Enfin, on était clairement sursaturé versus notre capacité de production. Et voilà, on a essayé de... Vous avez embauché, du coup, du personnel supplémentaire pour cette période? Oui, je pense que j'ai signé un CDI la 2e semaine du confinement. Je pense qu'on devait être les seuls. Et on a embauché des intérimaires. Et Dixit, notre agence d'intérim, on était ses seuls clients cette semaine-là. Donc voilà. Le seul. Donc c'est une exception. Hein. Je dis ça à tous les auditeurs et spectateurs ce soir, c'est l'exception. Merci Loïc. On revient à la belle fermière. Comment est-ce que, en cette période de confinement, vous avez réussi à vous adapter et à reprendre les clients ou à aller les chercher? Disons qu'il faut déjà revoir les choses, ne serait-ce qu'au niveau des producteurs. C'est vrai que ça paraît simple, 2 magasins, en salariés, ça fait une dizaine de personnes. Mais derrière, il faut animer 90 producteurs. C'est-à-dire que vous multipliez en fait tous les problèmes, qui sont des problèmes très simples. Par exemple, la productrice, la femme d'un producteur qui a l'habitude de livrer, là, elle doit garder ses gamins. Donc, il y a il faut comprendre que déjà, à l'origine, la Belle Fermière, c'est une initiative associative. Donc, les gens se connaissent. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une stratégie définie, mise sur le papier. Ça s'est vraiment mis en place collectivement. Les producteurs associés sont venus faire des permanences. Parce qu'en magasin, eh bien, comme je le disais la dernière fois, du personnel féminin contraint de rester à la maison en intermittence avec leur conjoint. Donc, sur le magasin de Ruelle, on a été obligé de faire un choix d'ouvrir plus tôt le matin et de finir vers les 13h. Ce qui s'est passé aussi d'assez marrant, puisque en fait, je suis prestataire pour la Belle Fermière. La coïncidence a fait qu'ils voulaient mettre en place, vers le mois de février, remettre en place les réseaux sociaux, le site internet, tout ça. Ce qui était quelque chose de bien réfléchi. Et en fait, il y a eu une accélération qui s'est faite, puisque c'était un moyen de communiquer. De communiquer avec des Facebook, avec des Google Business, des choses de ce genre-là. Et du coup, ça a généré aussi une autre population qui n'était pas forcément la population d'avant le Covid, qui est venue vers nous par cette communication qui a été très abondante. Un peu comme vous, il a fallu aussi communiquer avec nos clients qui étaient dans une période presque de psychose, qui n'osaient plus venir en magasin. Donc ça s'est fait à travers les réseaux, ça s'est fait à travers normalement des outils qui sont des outils de fidélisation. On utilise par exemple des campagnes de emailing, on utilise par exemple des campagnes de SMS pour fidéliser ses clients. Là, on a utilisé ces outils pour les avertir de changement d'horaire, pour les tenir au courant des produits. Beaucoup de sollicitations sur Facebook aussi. Des clients qui voulaient savoir s'ils pouvaient venir parce qu'ils n'osaient pas venir comme d'habitude, s'ils voulaient commander, des commandes qui se sont faites aussi via Internet, chose qui n'était pas spécialement une habitude pour un magasin de proximité. Et puis, la deuxième chose qui s'est passée aussi, c'est que les consommateurs, qui sont des consommateurs locaux, et
étaient pour certains dans l'obligation d'arrêter leur travail, donc ne passaient plus en fin de journée, mais par contre faisaient des achats supérieurs à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Beaucoup de gens, on le dit, peut-être que vous l'avez vécu, ont pris quelques kilos pendant cette période. Ben, voilà. Donc ils sont venus faire des grillades, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait très beau. Le rayon boucherie a cartonné. La grillade, tout ce qui était grillade, ça a marché très très bien. Par contre, tout ce qui était épicerie fine, produits, je dirais, de consommation peut-être moins usuels, là par contre, il y a une forte baisse. Donc on peut dire qu'on est resté constant en termes de chiffre d'affaires, avec la différence, c'est qu'il y a une perte de ce qu'on appelle des tickets, c'est-à-dire moins de passages, mais un panier beaucoup plus élevé, en fait. Grosso modo, le panier a été augmenté pendant cette période de confinement de 20-30% et une perte alors pas de clients, mais de passages de 20-30%. Ce qui a été sympa aussi, quand même, malgré tout, cet événement, qui ne l'était pas, ça nous a obligés à utiliser plus finement les outils de remontée d'informations, de données, quoi. Alors bon, c'est pas du big data, mais certaines données n'étaient pas utilisées. On s'est aperçu qu'on pouvait utiliser des remontées d'informations par rapport au passage de carte bleue. On s'est aperçu, alors moi je le savais déjà, mais qu'on pouvait utiliser des outils comme Google Business qui nous donnaient les heures d'entrée, les heures d'influence, les journées d'influence, le nombre de passages qu'il y avait dans le magasin, les appels téléphoniques, toutes ces informations que vous distribuez quand vous vous baladez et que vous rentrez dans un commerce. Bah, pour le coup, ça a été bien utile, notamment pour planifier le personnel, parce que c'est vrai qu'on a voyagé à vue pendant toute cette période, et avec ces quelques données, ça a permis de faire un peu de prospective, quoi. Superbe exemple de passage au numérique de deux boutiques. Alors, Belle Fermière sont numérisées maintenant. Bah, disons qu'elles l'étaient déjà, mais comme beaucoup d'outils, souvent ils ne sont pas forcément utilisés, quoi. C'est ça qui a été finalement quelque part sympa, c'est que cet isolement a obligé, un peu comme le disait monsieur, à aller vers le client d'une façon différente, en fait. Donc vous avez récupéré votre activité en valeur, en tout cas. Oui, il y a même une petite progression en termes de chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier quand même qu'on parle de un trimestre, 2 trimestres. C'est difficile de tirer quand même des conclusions. Oui. On est loin de la fin de l'année. Hein. Oui, puis la rentrée, quand même pas terrible quand même. Oui. Merci Patrick. Patrick Tillot, alors l'informatique, on en a tous besoin en cette période. Oui. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous on a eu à partir du 16 une très très forte demande. Donc on a été un peu, comme disait Loïc, un peu submergé. Donc on s'est organisé en conséquence en faisant un peu plus d'heures et en mettant un peu tout le monde sur le terrain. Mais une fois passée cette période-là, on s'est aperçu assez vite que les sociétés travaillaient vraiment. Enfin, nous on est plutôt PME. On est plutôt, on accompagne les entreprises de petite et moyenne taille, et on s'est aperçu que toutes les entreprises étaient pas fermées, mais presque, quoi. Donc on s'est retrouvés, nous on a 3 activités principales. La première, c'est le déploiement de projets informatiques, on déploie des solutions. À partir du 17 mars, tous nos clients ont stoppé les déploiements. Donc on s'est retrouvés avec des commandes, mais qu'on ne pouvait pas déployer. Après, on a des contrats de service d'infogérance, on va chez les clients et on a notamment ce qu'on appelle des visites préventives avec des techniciens dédiés. Et là, on s'est aperçu aussi qu'il a fallu appeler tous nos clients sous contrat et ils choisissaient à la carte si on venait, si on venait pas. D'accord ? Donc, on n'était plus dans cette régularité. Et puis la troisième offre, c'est des formations. Donc, tout ça s'est arrêté aussi. Donc, nous, on s'est arrêté après le feu. On a eu un espèce de grand vide. Et donc, on s'est organisé en conséquence. On a créé une cellule de crise chez nous, voilà, où à la semaine, on faisait les plannings à la semaine et on définissait qui allait
chez quel client, quand les clients nous autorisaient à venir, qui restaient en chômage partiel. Nous, on a fait un peu de chômage partiel, quand même, pas mal d'ailleurs. Voilà. Et on a géré ça sur cette période, comme ça. Très vite m'est apparu un enjeu important, alors qui est tourné plutôt vers l'intérieur, vers nous. Dans nos métiers, avant ce confinement, nous, en France, il manque à peu près 500 000 postes, 500 000 personnes dans nos métiers. Donc il y a une pénurie importante de ressources. Donc je me suis assez concentré sur l'intérieur. Et on a mis en place des pratiques. C'est-à-dire que je faisais une réunion par semaine avec l'ensemble des salariés en visio. Alors nous, on a d'autres solutions, mais Zoom n'est pas mal. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'interne. J'ai fait des choses qui me semblaient être importantes pour consolider, je dirais, les salariés, parce que à ce moment-là, on a eu quand même des salariés qui avaient des personnes, ou des femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui travaillaient dans l'environnement médical. Donc, il fallait garder les enfants. Donc, on avait déjà quelques personnes qui ne pouvaient pas venir travailler. On a eu des personnes qui ont eu peur. Voilà, qui disent moi je suis personne à risque, donc je ne viens pas. Bon, on a mis donc tout le monde en télétravail et on s'est concentré à animer, à rassurer tout le monde pendant cette période, en communiquant beaucoup. Et on a profité aussi pendant cette période, nous on a racheté 2 entreprises en juillet l'année dernière, on a profité sur cette période pour accélérer sur des projets transverses sur le groupe et sur toutes les agences pour justement développer les solutions du système d'information, de télétravail, etc. Donc sur cette période-là. Voilà, donc moi, c'était chaud patate, vraiment, inquiétant. Moi, à titre personnel, je me suis inquiété, parce que quand je me suis retrouvé chez moi, derrière mon écran, à faire des réunions toutes les semaines, à travailler 12 heures par jour, je me dis, mais où on va ? Je vous le dis, l'entreprise a racheté 2 sociétés, donc a emprunté, s'est lancé dans un projet de nouveau bâtiment, 1600 mètres carrés. Voilà, donc heureusement qu'il faisait beau et qu'il y avait des grillades, parce que ça équilibrait les journées. Voilà, mais sinon, voilà, je vous dis, moi je me suis vraiment concentré à un moment quand j'ai vu que les clients n'étaient pas dispo et qui retenaient les prestations en interne. J'ai pris des décisions importantes. Voilà, j'ai décidé d'assumer 100% des salaires des gens qui étaient en chômage partiel. Voilà, partant d'un principe que quand les boîtes elles marchent, c'est grâce aux salariés. Et quand il y a une difficulté, on la passe ensemble. Donc on a assumé ça. Par contre, j'ai aussi vu dans ces périodes-là des gens qui ont beaucoup travaillé, beaucoup plus que d'habitude. Et je les ai récompensés aussi parce que les gens qui restent chez eux touchent 100%. Ceux qui bossent plus, voilà, il fallait faire quelque chose. Donc voilà, j'ai axé ça moi plutôt sur cette partie interne. Et on a eu de la chance dans notre malheur. On parlait de chiffres tout à l'heure. Nous, ça représente à peu près en chômage, en activité, en production facturée. Je rappelle, nous, on est 85 personnes. Il y a plus de 50 personnes, c'est des gens qu'on facture au temps, à l'heure. On était en production facturée à 33% à peu près sur la période. Donc on avait à peu près 33 personnes seulement, 33% de la production qui était en marge, quoi. Les autres étaient chez eux. Voilà. Les autres ne travaillaient pas, étaient chez eux. Ouais. Alors, et là, maintenant, vous avez récupéré, vous êtes à 100%. Pour finir, nous, on a eu quand même un peu de chance que nous, on clôture comptablement au 30 juin. D'accord ? On a eu beaucoup de chance parce que le semestre d'avant, on avait fait un carnage. On était à plus 100% d'activité. Donc, on a fini quand même l'exercice à plus 20%, à peu près, sur le groupe. Donc, quelque part, on passe entre les gouttes. Donc, c'est génial. Depuis la reprise, donc c'était le 11 mai, je crois, oui. On a mis tout le monde au boulot à 100%. J'ai demandé, dès qu'on a su que ça ouvrait, j'ai demandé à tout le monde de revenir. On avait des projets à déployer, tout ce qui avait été bloqué. On avait un portefeuille de prestations à faire. Et j'ai mis tout le monde au travail. On s'est regroupés, voilà, pour retravailler aussi, parce que il y a eu quand même... moi, j'ai eu des craintes sur des personnes, de perdre quelques personnes qui étaient un peu... qui étaient très bien aux grillades, quoi. Enfin, voilà. Non, mais même moi, je l'ai vécu. Enfin, j'étais bien avec ma femme, mon fils. J'avais jamais vécu 2 mois et demi avec ma famille comme ça, moi. Donc, c'était parfait. Donc j'ai pris tout de suite le truc par les cornes. J'ai dit non, tout le monde se met au boulot et on s'est remis au travail. Et depuis ce jour-là, on a pu faire appel à une heure de chômage partiel. Voilà. Donc on est reparti. Attention, parce que je vous rejoins, Patrick. Le mois de septembre est un petit peu mou quand même. Donc on ne sait pas où on va. On y va sans vraiment beaucoup de certitude.
Mais on y va quand même parce qu'il y en a marre de ce truc. Voilà. Oui, la visibilité, je pense que je n'ai pas demandé à vos collègues, mais je pense qu'elle est faible pour tout le monde. Oui, elle est nulle. Hein. Elle est nulle. Voilà, elle est nulle. Tous les projets sont bloqués. On a des clients. Ce truc-là fait quand même du mal. Hein. Tous les clients aujourd'hui qu'on a questionnés, ils attendent pour voir. Il y en a quelques-uns qui ont même compris des sacrés pains. Hein, 30, 40, 50% de perte d'activité, 60 certains. Donc tous les projets sont retenus. Donc on ne sait pas trop où on va. Mais bon. Alors en Charente, on n'est pas dans l'automobile. Merci Patrick. On n'est pas dans l'automobile et dans l'aéronautique, heureusement. Donc le département n'a pas souffert autant que d'autres. Mais les moteurs, est-ce que ça se grippe un petit peu? Ouais, alors je vais le faire en deux parties. Je vais me suppléer à M. Secalo, qui est notre directeur industriel, hein, pour vous parler un peu de la partie industrielle au départ, parce qu'on a effectivement été très impacté dès le début. Donc, on a fermé 2-3 jours. On s'est retrouvé avec à peu près 11% de présents. Donc là, il a effectivement fallu jongler, donc faire un effort énorme sur la polyvalence, sur les capacités à réceptionner les camions, à gérer tous les sites d'Angoulême, ce qui était forcément très compliqué. On a eu la chance d'avoir une base salariale avec des gens qui ont une vraie conscience professionnelle, donc c'est quand même la chance de Leroy Somer sur Angoulême. Donc les gens ont vraiment fait l'effort de revenir très vite. Mais bon, Leroy Somer a forcément une grosse structure sur Angoulême avec beaucoup de familles, donc des couples. Et là, une vraie problématique de gestion des enfants, parce que pas d'école, donc il fallait choisir, donc on ne pouvait pas avoir les deux. Donc il y avait des cas où c'était forcément très compliqué. Donc il y a eu toute une partie industrielle assez difficile à gérer. Et puis une gestion effectivement des clients, mais pas dans le sens où on avait trop de commandes, mais dans le sens où comme on n'avait pas énormément de personnel, c'était forcément compliqué de faire les machines qu'on avait à produire. Donc il fallait choisir pour qui on devait faire les machines. Et forcément dans des moments comme ça, tous les clients les veulent pour tout de suite. Donc c'est pareil de faire les choix. C'est toujours compliqué parce que les commerciaux expliquent tous que c'est leur client à eux qui est le plus important. Et puis forcément, on a un volume de clients très important. Donc sur la partie industrielle, une vraie grosse problématique. Donc on a essayé de gérer au mieux. Et puis sur la partie supply chain, donc qui est plus donc la partie qui moi m'incombe, notre vraie problématique, c'est réceptionner les camions. Ça me paraît bête, mais les camions, il faut les vider. Et puis des vraies problématiques de supply chain à longue distance. Alors on fait en sorte d'avoir une supply chain qui est doublée, voire triplée, parce qu'on a eu une empreinte globale au niveau de Leroy Somer. Donc on est implanté dans tous les pays du monde, quasiment. Donc on a une supply chain qui est très globale, qui nous permet d'ajuster en fonction de ce qui se passe. Mais des grosses problématiques de camions, des camions qui n'arrivent pas, des villes bloquées. On a un énorme fournisseur de cuivre pour Leroy Somer sur tout Angoulême qui vient de Barcelone, qui est juste derrière Barcelone, avec des camions qui ne pouvaient pas traverser Barcelone. La ville était bloquée, les chauffeurs ils n'avaient pas le droit de passer, et nous, 25% de nos machines, c'est du cuivre. Donc il y a eu une vraie grosse problématique là-dessus. Et puis après, ce qui a été très très compliqué, donc on a essayé d'anticiper, c'est de comprendre tous les impacts des supply chains asiatiques sur tous nos fournisseurs européens. Parce qu'il y a énormément de choses dont on ne se rend pas compte, mais oui, tous les composants, il y a des rangs 2, des rangs 3, des rangs 4 pour fabriquer des produits que nous on utilise à la fin. Et puis ils utilisent des allocations qui viennent d'Asie. Et puis on s'est retrouvé avec des délais d'approvisionnement, comme Chiminov, qui se sont multipliés par 3, 4, 5, mais avec des impacts qui arrivent maintenant. Puisqu'on donne des forecasts, on a des visions qui sont relativement bonnes à 3-4 mois. On donne des plans sur certaines commodités, voire à 6 mois, donc on arrive à voir à peu près ce qui va se passer. Mais on se rend compte que c'est difficile d'aller suffisamment loin pour comprendre tous les impacts et de la Chine et de l'Inde, qui sont des pays qui fabriquent essentiellement de l'informatique. Enfin, il y a énormément d'électronique, fabrication de puces, tout ce qui est silicium, tous les aimants, terres rares qui sont fabriqués en Chine, qui ont forcément... Alors heureusement, la Chine a quand même un peu mieux géré que nous, donc ils se sont très vite remis en activité. Donc nous, on a pu le voir via nos activités en Chine, puisqu'on a une usine en Chine. Ils ont fermé à peine 20 jours. Et puis ils ont rouvert et ils sont repartis. C'était reparti comme avant, quoi. Et puis ils sont à fond aujourd'hui, ils ont des commandes au plafond, enfin, ça tourne vraiment très fort. Et on a effectivement réussi à se réalimenter sans trop de problèmes. Mais maintenant,
Enfin oui, le roi sommaire par jour, on doit avoir entre 12 000 et 25 000 composants qui sont livrés. Donc sur tout ça, de s'assurer qu'on est effectivement correctement calé et puis qu'il n'y a pas d'impact à des rangs 2 ou 3, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais bon, on a réussi à se recentrer un petit peu sur l'Europe, à réajuster un peu tout ça. Et puis, bon, l'activité est difficile, donc on a à peu près 30% de baisse de commandes. Donc là, ça, c'est vraiment très difficile. Et puis, bon, un peu comme tout le monde, on n'a aucune vision. On y voit assez clair sur des très grosses machines, sur la partie alternateur, où on fait beaucoup de data centers. Donc alors là, bon, ça c'est le grand boom. Hein. Donc continuez à faire des zooms, à envoyer des photos, allez-y à fond, hein. Faites-vous plaisir. Ça c'est bon pour nous. Ça. C'est bon pour vous. Ouais, tous les jeunes qui envoient des photos avec leur smartphone, c'est bon pour nous ça. Continuez. Parce qu'en fait, on fait l'alternateur qui fait le power supply, donc la sécurité de puissance pour tout ce qui est data center. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Alors en France, ça ne craint pas grand-chose, hein. Le réseau français est assez fiable, mais dans tous les autres pays, il y a systématiquement un groupe électrogène à côté des data centers qui gèrent tout ce qui est base de données. Ouais. Donc j'espère que TDI a un gros groupe électrogène à côté de son usine, ou que c'est en plan, on discutera après. Mais on a beaucoup parlé de la globalisation et éventuellement de relocaliser des activités. Est-ce que vous êtes dans une réflexion de rapatrier certaines productions en France ou en Europe ? Alors, on avait déjà engagé une phase de sécurisation pour s'assurer qu'on avait effectivement des solutions locales avant cela déjà, avec une vraie volonté qui existait avant même le Covid, d'avoir... On va dire qu'économiquement, en Europe, il y a des gens qui commencent à faire en sorte d'avoir des solutions économiques, de bosser vraiment sur la productivité, de proposer des choses qui nous permettent d'avoir une alternative efficace par rapport à l'Asie. Donc on avait déjà ressourcé une partie assez importante. Il nous reste une partie assez compliquée sur l'électronique et c'est en cours. Donc ça nous a effectivement plus fait accélérer le mouvement qui était déjà enclenché et où là on s'est dit maintenant on peut plus attendre quoi. Donc on a essayé de remettre des ressources sachant que oui on vit avec des ressources limitées parce que voilà toujours un peu de chômage partiel, encore des gardes d'enfants et puis de la polyvalence où il faut utiliser les gens un petit peu partout. Mais on a effectivement réussi à relocaliser pas mal et un plan qui est encore en place et qui j'espère va arriver rapidement. Ouais. Passionnant. Donc, vous n'êtes pas encore à l'équilibre en activité, vous disiez plutôt Ah non, moins 30%. Ça c'est sûr. Et puis, on est, 30% en perte de commande et puis même moins 25% en facturation parce que forcément, donc avec moins d'effectifs. Et puis oui, on n'y voit vraiment pas très clair sur... alors, on a des plans qui sont assez clairs, donc commercialement, mais le problème, c'est que voilà, tout le monde attend. Ouais. Donc tout le monde est dans l'expectative de ce qui va se passer. Donc même si on a les projets, même si on a des commerciaux qui sentent un peu, qui sentent qu'il y a des affaires, ouais. Et ben comme en plus on est sur un marché de commodité maintenant, le roi sommaire, les gens, ça compte plus vraiment. Hein. Ils achètent juste une puissance pour un moteur et puis des KVA pour un alternateur. Les décisions d'investissement sont décalées, sont retardées. J'aimerais demander, est-ce que quelqu'un investit plus ici chez les 4 autres que l'an dernier, ou vous avez tous freiné vos investissements? François Le Grel chez Hein, freiné? Stabilisé. C'est-à-dire que j'ai mis en suspens ce que j'avais prévu de faire ou commencer cette année. Oui. Loïc? Nous avions déjà un plan d'investissement, mais il est devenu indispensable cette année, oui. Et donc on est en train de le réaliser. D'accord. À la Belle Fermière, il y a quelques investissements qui étaient... Ça s'est traduit par des investissements humains avec les vendeuses qui sont passées en temps plein. Ça peut paraître... ça fait quand même les 20-30% d'heures en plus de présence sur le magasin. Quoi. Ouais. Parce que, comme je vous le disais, nous étions pratiquement en mi-temps pendant cette période de Covid. Le fait de repasser en plein temps, en temps plein, a fait qu'on a vu qu'on pouvait aussi organiser des tranches horaires encore beaucoup plus larges. Et du coup, on a embauché une personne et passé l'autre en temps plein. Quoi. Voilà. Très bien.
et dans l'informatique, on investit forcément. Eh bien oui, nous on a la chance d'être sur un secteur quand même. Voilà, on peut penser que si ça rebondit, ça va plutôt rebondir vite chez nous. Donc nous, oui, on a. Alors je dis pas qu'on a accéléré. Par contre, on a maintenu tous les investissements qui sont importants. Je le rappelle, on a racheté 2 entreprises, donc on a des projets transverses importants, système d'information, flotte de véhicules, enfin tout ça, donc flotte de téléphones, enfin tout ça a été acté. J'ai passé les commandes là, dernièrement. On reste sur ce qu'on avait dit. Voilà. Alors, tout à l'heure, Patrick, vous aviez mentionné que vous passiez beaucoup de temps à communiquer avec votre personnel. Et j'aimerais que chacun revienne un peu sur cette dimension. Est-ce qu'il a fallu rassurer? Est-ce que vous avez communiqué différemment? Est-ce que vous avez communiqué avec les instances, les représentants du personnel, davantage qu'avant la crise? François Le Grel? On a communiqué de façon beaucoup plus fréquente et régulière. Là où on avait une réunion par semaine, ça a été pratiquement tous les 2 jours. D'une part, par rapport au texte que l'on devait respecter quand on commençait à faire un peu de chômage partiel. Donc il y avait mis en place des suivis qui ont exigé beaucoup de temps de réunions aussi plus fréquentes avec le CSE, parce qu'on voulait être complètement transparent par rapport aux décisions qu'on pouvait prendre. Du temps avec le personnel pour essayer d'être le plus juste possible quand on faisait du chômage partiel, c'est-à-dire de ne pas mettre toute une partie en chômage partiel. On a essayé d'alterner. Donc on a fait des programmes, je veux dire, 1 semaine sur 2, les gens revenaient en fonction des problèmes que vous avez évoqués les uns et les autres avec les gardes d'enfants, de façon à ce que le contact avec l'entreprise et les équipes perdure et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y avait ceux qui restaient, qui étaient au bureau contraints parce que ce n'était pas télétravaillable. Ceux qui travaillaient chez eux étaient vus dans un premier temps un peu comme des privilégiés. Et c'était quelque chose sur lequel on a essayé d'expliquer que ce n'est pas parce qu'on n'était pas là qu'on ne travaillait pas non plus. Loïc? On a été confrontés à la même chose, hein, c'est-à-dire expliquer aux gens qui étaient indispensables en production, parce que concrètement, on a mis tout le personnel non indispensable à la production en télétravail. Et c'était compliqué d'expliquer effectivement au personnel de production que ceux qui étaient à leur domicile travaillaient eux aussi. Et ils travaillaient avec les enfants derrière. Enfin voilà, c'était d'autant plus compliqué pour ceux qui travaillaient. Nous, effectivement, on a été en lien constant. On passait nos journées sur les différents outils de communication. Alors, je ne vais pas faire de pub, mais différents outils de communication. Et c'était constant. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées, on s'arrêtait le soir et on avait passé notre journée littéralement devant l'écran à communiquer, à organiser des visios. Voilà. Donc, il fallait vraiment qu'on se coordonne sur notamment nos approvisionnements. Et entre les boutiques et avec l'ensemble du personnel, beaucoup plus de communication? Déjà, ce sont des effectifs beaucoup plus réduits. Et puis, j'allais dire, c'est presque des petites familles, quoi, en fait. C'est 4-5 personnes. Donc l'organisation, elle s'est faite naturellement, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place les outils de communication avec les producteurs via le magasin. Il faut savoir que les producteurs sont responsables de leur stock en magasin. Donc là, il y a quelque chose à faire. Mais ce sont des producteurs. Donc du personnel qu'il faut former, issu du milieu agricole. Donc il va falloir, là aussi, je pense, leur donner des outils simples, quoi. Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez passé beaucoup de temps. J'ai encore 2 ou 3 petits trucs à dire sur ce sujet, si vous me permettez. Donc Patrick Trio. Oui, nous, on était déjà dans un contexte donc, de rapprochement d'entreprises, d'accord. Et le Covid a eu un effet très intéressant dans le fait de communiquer beaucoup et de communiquer tous ensemble, toutes les entreprises. Ça a rapproché et ça a vraiment intégré les entreprises dans le groupe. Et on a eu un retour très, très positif là-dessus des sociétés qui ont été rattachées au groupe. Et je voulais rajouter quelque chose sur les salariés. Moi, j'avais senti pas mal de questions autour du travail, la relation au travail, le télétravail qui était tout d'un coup génial, parce que on pouvait travailler avec ses enfants. Enfin, là, présent. Donc, moi, j'ai senti qu'il y avait des questions et je vais faire par une société extérieure une étude sur le stress sur cette période de tous les salariés. Ils ont tous répondu et c'était assez intéressant parce que sur cette période-là,
il y a deux grandes peurs qui sont sorties. La peur du Covid et de mourir, hein, clairement, d'attraper cette maladie. Mais il y avait aussi la peur de perdre son emploi. Et c'était ressorti, et c'était assez puissant dans le retour. Donc on s'est attaché à rassurer. Voilà. Nous, on a licencié personne. J'ai intégré 5 nouvelles personnes cette semaine en création d'emplois. Donc on a beaucoup communiqué, rassuré, mais je le dis avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on est sur un secteur quand même assez privilégié, nous, l'informatique. Ouais. Sandy Broche, dans une grande entreprise, il y a forcément des instances oui, alors forcément, très structurées, vous communiquez beaucoup forcément, oui, on a augmenté la communication et donc on a mis des CSE très régulièrement, des réunions Covid organisées, pareil, 2 fois par semaine pour s'assurer que on suivait, parce que, au même titre que les normes évoluaient sur la manière de faire le gel hydroalcoolique, et nous c'est pareil, les consignes elles évoluent au fur et à mesure sur les gens qu'on avait le droit d'avoir dans les bureaux ou pas. Donc on a essayé de mettre en place de l'alternance dans les bureaux pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Donc on alternait télétravail, présentiel, on a essayé de gérer au mieux avec les syndicats et puis de discuter avec tout le monde en continu. Donc effectivement ça a augmenté énormément la communication. La problématique derrière, c'est qu'on s'est retrouvé à passer notre temps à communiquer. Hein. Donc il fallait faire des visios avec tout le monde, parler avec tout le monde, réexpliquer à tout le monde ce qu'on faisait. Et puis au final, on avait quand même le boulot à faire. Hein. Il n'avait pas disparu, lui. Hein. Donc on passait notre temps à parler à tout le monde. Et effectivement, ce qu'on arrivait à faire avant, en 10 minutes, un quart d'heure, parce que les gens étaient là, et derrière, on passait 4 heures parce qu'il faut appeler tout le monde. Et puis quand on en appelle qu'un, ou alors bon, même si effectivement avec les outils, on peut faire des visios, mais il y a quand même des points qui étaient un peu plus spécifiques. Donc on a eu des problématiques beaucoup trop de réunions, quoi. On se retrouvait à faire que des réunions Covid et avoir des calendriers mais remplis de réunions, encore plus que dans les périodes habituelles où tout le monde est déjà surchargé. Mais là, ça devenait impossible. Donc la vraie problématique, c'était de gérer les emplois du temps des gens pour qu'on puisse continuer de bosser, parce qu'il y avait d'autant plus de problématiques derrière. Donc nous, sur la partie supply chain, forcément, des vrais problèmes de rupture un petit peu partout, s'assurer que tout le monde pouvait s'aider. Donc on a fait beaucoup d'entraide entre les sites, donc de pouvoir supporter les uns les autres. Comme les Chinois ont repris avant, ils nous ont aidés. Ensuite, on a aidé les Indiens. On a des sites sur Angoulême qui ont pu aider un petit peu tous les sites qui étaient à l'Est. Donc on s'est vraiment tous organisés. Mais c'était très compliqué. Parce que oui, beaucoup trop de communication autour du Covid et puis effectivement beaucoup d'inquiétudes. Les gens qui avaient peur de revenir, qui ne savaient pas, donc il a fallu qu'on mette du nettoyage. Il fallait faire passer les gens 3 fois par jour pour nettoyer tout ce qui était, toutes les toilettes, tous les lieux communs. Et il fallait renvoyer 3 fois par jour pour renettoyer. Donc une vraie problématique. Parce que des sites très grands avec beaucoup de monde et puis forcément des gens inquiets. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile à gérer. Donc on a essayé en communiquant au mieux. J'espère que ça s'est bien passé. Après, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour tout raconter. Moi, sur la partie supply chain, c'était un petit peu plus simple sur cette problématique-là. Mais oui, je pense que ça a été difficile à vivre pour beaucoup de monde. Très bien. Alors, on a parlé du personnel, de la communication. Moi, j'ai envie de vous poser à chacun une petite question. Par rapport au 17 mars, votre indice de stress, il se situe comment aujourd'hui? Il est monté, il est descendu? Bon, peut-être pas un chiffre, mais par rapport au pic sur 10, François Le Grel. Par rapport au pic qu'il a pu atteindre, il est redescendu. Alors s'il faut que je mette un chiffre, je dirais que je suis à 6 par rapport à 10. Très bien. Loïc? C'est difficile de répondre. C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il est inchangé. On fait face à d'autres problématiques, mais voilà, je crois que l'incertitude, je parle pour l'entreprise, on n'a pas d'incertitude. Enfin, nos clients sont des consommateurs, donc les gens continuent de consommer. A priori, continueront de consommer. Voilà. Maintenant, je pense que on avait des sujets avant crise et on a d'autres sujets après crise. Personnellement, je n'étais pas stressé, donc... Zéro stress. Formidable. Là, c'est vraiment personnel. Par contre, je pense qu'il y a des choses à prévoir et à faire qui nous ont ouvert les yeux. On parle beaucoup de communication, on peut parler de multicanal pour la vente. Les magasins de proximité, aujourd'hui, ne sont pas habitués
à travailler comme ça sur à la fois de l'Internet, du e-commerce, des réseaux sociaux. Là, on s'aperçoit que, et là, je le dis très sérieusement, là, je ne suis pas du tout stressé. Il y a une marge de progression qui est énorme. Vous avez du boulot devant vous pour conseiller d'autres boutiques, en d'autres termes. Zéro stress dans l'informatique. Non, je vais le présenter un peu différemment. Quand je me suis retrouvé le 17 mars, donc être obligé de carrément peut-être de fermer la porte et de mettre tout le monde chez soi, là j'ai eu un vrai questionnement sur pourquoi j'avais choisi d'être chef d'entreprise, etc. J'ai eu vraiment quelque chose qui m'a un peu impacté, parce que je me suis dit, je décide même pas quand est-ce que j'ouvre, quand est-ce que je ferme maintenant. Donc ça devient, voilà, moi j'étais un peu inquiet. Bon, j'ai répondu à cette question et je me suis dit, bon, de toute façon. Voilà, on va faire comme tout le monde, hein. On va subir et on va avancer avec confiance. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, le stress, allez, peut-être 1 sur 10. Voilà. Allez. 0, 1, 6. Ouais, alors là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Après, on n'est pas forcément stressé par rapport à la situation. Ce qui nous stresse, c'est l'absence de visibilité en termes de carnet de commandes et puis de projet. Et ça, alors, on a toujours connu des vagues, hein. C'est assez compliqué. Notre marché, il n'est pas linéaire, hein, donc on rêverait d'avoir une croissance assez stable, peut-être comme l'informatique. Bon, malheureusement, nous, on a beaucoup de creux et de bosses. Donc, pas forcément très stressé, mais effectivement, on rêve d'avoir une meilleure visibilité assez rapidement. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choix... et puis les différents messages de l'État vont pas forcément pour nous rassurer, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se repasser exactement, mais on sait que le business potentiellement il est là, qu'il va revenir. On a des projets qui vont pas s'arrêter comme ça, on a un plan de réorganisation qui est assez clair et puis qu'on déploie et puis qui va pas s'arrêter de toute façon. Donc non, je dirais 2 parce qu'effectivement il y a un petit brouillard où c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup à tous les 5. Vous avez eu 5 témoignages, 10 pour nos auditeurs qui vont nous quitter, ou nous allons les quitter plus exactement. 5 entreprises, 5 situations différentes, toutes ont redémarré avec leurs problèmes. Certains ont rattrapé ou dépassé leur chiffre d'affaires, mais les exemples d'adaptation ont été, je trouve, particulièrement intéressants au niveau commercial, des relations clients, de l'Internet, du numérique, des approvisionnements qu'il faut changer et changer les fournisseurs, et du télétravail évidemment, et puis des nouveaux produits dans la chimie. Bravo aux 5, merci aux 5, et nous allons continuer avec la salle. Merci à RCF. Alors, on continue avec la salle et en particulier, je vais donner la parole à ceux qui veulent poser des questions à nos 5 chefs d'entreprise. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc, levez la main. Bonjour, Éric Pifteau, société Sopec, à Nersac. Est-ce que par rapport au télétravail, vous voyez une tendance, un souhait s'installer chez les salariés de voir le télétravail s'installer comme une option, comme une autre? Est-ce qu'il y a un désir de retour, un désir de continuer en télétravail? C'est varié, c'est une opportunité pour eux, c'est une crainte en tant qu'employeur? Quel est votre... Vous posez la question à quelqu'un en particulier ou à ceux qui veulent répondre? Oui, toute personne qui veut répondre. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes concernées. Alors moi je peux répondre rapidement parce qu'on avait effectivement déjà engagé des discussions sur le télétravail depuis longtemps, donc c'était une volonté d'essayer de mettre quelque chose en place, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut avoir les bons outils. Le fait de la globalisation et de la manière dont on manage, on a quand même de plus en plus de gens qui passent énormément de temps sur des visioconférences, donc ces gens-là sont plutôt demandeurs d'avoir du télétravail parce qu'on a effectivement aujourd'hui un panel également dans nos salariés qui habitent un petit peu partout, donc qui sont parfois impactés par les transports. Et donc voilà, il y a beaucoup de demandes, donc c'était déjà dans les discussions et effectivement on a des gens qui sont demandeurs. Après de l'autre côté il y en a aussi, alors si on parle du long terme il n'y aura pas de problème quand tout le Covid sera passé, et là ce sera une vraie demande je pense des salariés.
Moi, pour l'avoir vécu, le télétravail avec les enfants, quand il n'y avait rien, c'est quand même pas facile. Hein. Donc, parce que papa, machin, les devoirs, faut s'y tenir quand même. Donc, une fois que le Covid sera passé, je pense qu'il y a une vraie volonté et on va le développer. Alors après, il faut l'encadrer correctement. Donc, je pense que ce sera plus simple. Mais oui, les salariés sont demandeurs, en tout cas une partie de nous tous qui est indirect. Oui. Patrick. Je crois qu'on a tous les cas. Réellement, je pense que c'était un bon exercice, pour nous, pour les salariés. Ce que je peux dire, c'est qu'à la fin du Covid, on a posé aussi la question. On a des personnes qui nous ont dit le télétravail, ça sera niette pour nous. Je préfère être ici que chez moi, à gérer mes gosses et tout ça. Donc, on a à peu près 50% des personnes qui ont dit non, on revient bosser. Et puis, on a des demandes, mais plutôt sur des périodes un petit peu plus courtes dans la semaine, s'autoriser à travailler une demi-journée et adapter ça, pas 100%. Donc, c'est quelque chose de toute façon qui va s'installer, moi, je pense, assez durablement. Il faudra juste bien doser le télétravail. On continue, Loïc. Oui, je pense qu'on avait à peu près le même état d'esprit chez nos salariés et ils étaient, en tout cas pour ma part, ravis de revenir travailler et surtout de se séparer de leurs enfants. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que surtout pour nous, chefs d'entreprise, ça nous a montré que c'était possible en fait. Je crois qu'on était tous a priori un peu réticents sur le sujet, à part les grosses multis qui vont faire d'énormes économies de mètres carrés à la Défense. Pour les PME, je pense qu'on était a priori un peu tendu sur le sujet et en fait on se rend compte que c'est possible. Donc après je pense qu'il faut mettre en place un mix selon les besoins de l'entreprise, les desiderata des salariés. Et voilà. Mais en tout cas c'est possible. Nous ne l'avions jamais pratiqué, on a découvert ce que c'était et aujourd'hui c'est une flexibilité supplémentaire qui nous est offerte et qui va devenir dans le futur, je veux dire, un outil au niveau de la gestion du personnel qui peut être très motivant aussi. Ce qui ressort peut-être en remarque aussi, c'est que c'est possible sur 2 jours ou 3 jours par semaine, suivant les activités, suivant les entreprises, suivant le personnel, mais pas à temps complet. Il y a un besoin de revenir dans l'entreprise, d'avoir les contacts avec ses collègues, d'être dans la société même, parce que sinon on se marginalise rapidement. Donc à temps partiel. Autre question ? Moi, je suis RCF. Il y a toute une catégorie de personnel qui sont à la production, qui ne peuvent évidemment pas être en télétravail. Bien entendu, madame. Je suis bien placé en tant que tonnelier pour vous dire qu'on ne fait pas des barriques en télétravail. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais le personnel administratif et les commerciaux ont été en télétravail dans notre entreprise. Hein. Je vous entends mal. Bon, une seule question. Oh là là. Il est dur. Charles Bourrinet, transformation des entreprises en Charente. Et si on imagine que ce qui est en train de se passer dure 4 ans, 5 ans. On parle de la visio, on se dit ok, très bien. Qu'est-ce qui va être le plus dur ou qu'est-ce qui seraient les challenges sur lesquels vous devez absolument, parce que là on parle de quelques semaines, de quelques mois, ce chaos, là pendant 3 ans, qu'est-ce que vous devez améliorer dans vos différentes entreprises? Vous êtes bien pessimiste, monsieur. 3 ans. Qu'est-ce qui veut parler des 3 prochaines années? C'est une vraie bonne question que je ne me suis pas posée. Si ça dure 3 ans, ça va être très compliqué pour nous. Quand on reprend les chiffres, ce que je vous disais, qu'on était 1/3 à peu près de production facturée, ça veut dire qu'il y a 2/3 qui restent sur le carreau. Si ça dure 3 ans, il faudrait vraiment que l'État soit généreux, très généreux. Et je ne sais pas si l'État reste aussi généreux qu'il l'a été, je ne sais pas ce que ça va donner en 3 ans. Enfin, ça là, c'est cauchemardesque. Charles, mais c'est très compliqué pour faire du business. Enfin voilà, si tout le monde reste chez soi. C'est une très mauvaise question que tu viens de poser. Réponse difficile.
Quelqu'un d'autre veut répondre? J'ose pas l'imaginer. Quand on vend un peu de cognac, si on ne voit pas les personnes à qui on les vend et on ne partage pas le moment de plaisir que ça peut occasionner, c'est pas au travers d'un écran que l'on va pouvoir avoir quelques flaveurs ou sensations. Donc, j'oublie votre question. Juste pour compléter, on a quand même découvert pendant le Covid l'apéro par Skype ou Zoom, ce que vous voulez. C'était quand même le rendez-vous du vendredi, enfin pour certains en tout cas. Autre question? Bonjour messieurs et mesdames. Alban Petitot, je suis chef d'entreprise à Cognac, dans le bois moi aussi, mais je suis aussi vice-président de FIBois Nouvelle-Aquitaine, l'interprofession de la filière forêt, bois et papier. C'est à ce titre que je veux vous poser une question. En France, on dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc, par opposition, quand il ne va pas, ça ne va pas. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du taux d'occupation ou de reprise du terrain perdu dans les services publics? Je vous donne un exemple. Ça fait plusieurs mois, pendant plusieurs mois, les permis de construire n'ont pas été instruits. Donc, dès la fin du confinement, en fin de compte, il y a beaucoup de sociétés qui ont repris les chantiers qui avaient été suspendus. Mais on sait qu'il va y avoir un vide une fois que ces chantiers vont être terminés, avant les suivants. J'aurais voulu, ça aurait été peut-être bien que ce soir, il y ait aussi un représentant de l'administration pour nous expliquer comment les services publics ont réussi à reconquérir le terrain perdu s'ils l'ont fait. Alors, désolé, on n'a pas invité l'administration. Non, mais je veux dire, on est dépendant dans certains métiers, et je parle de la filière bois parce que c'est un élément important dans la construction, on est dans certains cas dépendant de l'administration et de son efficacité pour réactiver ou pérenniser une activité économique. Et là, typiquement, il va y avoir un appel d'air. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Je comprends votre question, mais le thème de ce soir, c'était les entreprises, comment est-ce qu'elles rebondissent et comment est-ce qu'elles regagnent le terrain perdu. Alors, l'administration n'était pas dans notre sujet. Oui, mais malheureusement, les entreprises vont peut-être en payer les pots cassés. Alors, on en dépend, bien sûr, on en dépend. On part du principe qu'ils n'ont pas travaillé, c'est ça? Il y a eu, pendant 3 mois, il y a eu une suspension quasi totale de l'instruction des permis de construire. Donc, il va y avoir un trou d'air. Et la construction, moi j'ai énormément d'adhérents ou de sociétés dans le domaine de la construction du bâtiment qui sont très inquiètes de la fin des chantiers actuels parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur le démarrage, sur la succession. Très bien, on a compris votre préoccupation, on ne peut pas trop y répondre. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Oui, bonjour à tous, Vincent Lefort. J'ai une question sur vos stratégies d'entreprise. Avec le Covid, on a beaucoup parlé qu'il allait y avoir des changements durables, que c'était une nouvelle révolution. Bon, on peut se poser la question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est quand même tombé de nos certitudes de ce genre d'épidémie. Donc, j'avais une question pour vous. Est-ce que pour vous, il y a des conséquences, je dirais, durables sur votre stratégie d'entreprise ? Est-ce qu'il y a des choses que vous remettez en cause durablement ou des grandes questions que vous vous posez sur l'avenir de vos entreprises ? Alors, souvent, la stratégie est secrète, mais on va tenter quand même d'y répondre. Est-ce que vous envisagez des changements stratégiques ? Vous avez parlé de produits nouveaux. Il y a toujours des nouveautés. Oui, alors, pas pour vous répondre sur la partie produit, mais la question que vous posez, c'est quid des changements éventuels sur le long terme de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et je pense qu'il y en a un qui est en tout cas majeur pour nous dans notre business. C'est clairement tout le e-shopping. Je crois que ça, c'est un élément majeur qui existait déjà auparavant, qui s'est accéléré. Alors, on a parlé d'Amazon, mais il n'y a pas qu'Amazon. On a parlé aussi de ce que vous avez fait, de ce que plein d'entreprises ont fait. Nous, en tout cas, on
On se posait déjà la question avant le Covid, on se la pose encore plus maintenant sur comment adresser demain des habitudes de consommation qui vont changer. Les consommateurs, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, 2 ans, les grandes surfaces telles qu'elles existent aujourd'hui auront disparu? Je parle des grands magasins, ce qu'on appelle les hyper. On sera sur des grandes surfaces de proximité. Donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille et qu'on vise, qu'on target ces magasins-là principalement, donc les petites et moyennes surfaces. Après, il y a une vraie question pour nous sur comment adresser le e-shopping. Et on se la pose encore plus post-Covid. Ce que vient de dire monsieur, c'est marrant parce que on parle de e-commerce, par exemple, de e-shopping. Il faut savoir que le e-shopping, c'est aussi ce qu'on appelle vulgairement du drive, supermarché, par exemple. Ça peut être tout à fait applicable, et ça a été appliqué sur des petits magasins de proximité. Donc, quand vous posiez la question, quelle est votre stratégie, ce serait bien prétentieux d'en avoir une, déjà, je pense, stratégie, avec tout ce que l'on voit. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a encore une marge de développement, pas peut-être en termes de chiffre d'affaires, pas peut-être en termes de clientèle, mais en termes de savoir-faire et d'une mise en place de prestations de services qu'aujourd'hui, les magasins de proximité n'ont pas mis en place. Patrick Alors nous, pour répondre à cette question, nous, on va pas... Il n'y a rien de nouveau qui vient de sortir. Sauf que ça a consolidé quand même la stratégie qu'on essaye de déployer depuis maintenant 2 ans, où les services informatiques ne seront plus produits sur site. Voilà. Donc aujourd'hui, on a, par exemple, chez nous, on est passé du support, de la hotline, comme on veut, on appelle comme non. Il y avait une personne il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est 10 personnes. Et on peut penser qu'on pourrait être une quinzaine, une vingtaine de personnes d'ici 1 à 2 ans qui produiront des services à distance, ce qu'on appelle le managed service provider chez nous, avec des outils qui font des trucs maintenant invraisemblables, qui automatisent beaucoup de choses. Donc ça a accéléré ça. Et ces investissements, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, sont axés principalement sur cette manière de produire les services. Voilà. Et donc ça a plutôt nous appuyé ce qu'on avait initié de ce côté-là. Accélération des transformations. Stratégie de roi. Bon, alors moi sur la stratégie, c'est un peu plus compliqué de me positionner. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie e-commerce, c'est effectivement quelque chose qui était déjà enclenché et qui était un petit peu compliqué parce qu'on est sur des métiers où il faut arriver à convaincre les gens que l'e-commerce peut fonctionner. Donc c'était déjà dans les tuyaux et je pense que ça va s'accélérer. Après, sur la partie supply chain, ce qui est évident, c'est que oui, on va avoir un micro-management sur la localisation, sur s'assurer qu'on a une communication permanente et une sécurisation. Parce que voilà, on est conscient que tout peut revenir très vite et puis que des pays en entier peuvent se bloquer. Donc on a effectivement, je pense que c'est ça qui va nous occuper dans les mois à venir. Où vraiment on va être obligé de tout revérifier, de tout recommuniquer encore plus, même si on avait beaucoup de systèmes en place, de ce qu'on appelle des forecasts, donc on explique aux gens ce qu'on va prendre, mais là on va être obligé d'aller encore plus dans le détail, de s'assurer qu'il n'y a pas de dépendance par des zones géographiques, et puis de suivre, parce que oui, aujourd'hui on parle du Covid, mais enfin voilà, c'était le SRAS il y a 10 ans, la prochaine fois ce sera autre chose. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on rentre dans une démarche intellectuelle où on se dit que voilà, il n'y a plus rien de sécurisé et qu'il faut en permanence réfléchir à ce qu'on fait, s'assurer qu'il y a des options locales, mais on ne peut pas avoir que du local non plus. L'échelle des multinationales aujourd'hui, moi je ne peux pas faire du 100% français, il faut qu'on soit réaliste. Mais après, voilà, c'est à nous de nous adapter. Donc ça va être un peu le challenge de demain, je pense, ça c'est sûr. Ouais. En ce qui nous concerne, effectivement, ça va avoir des impacts avec Internet, c'est clair. Le e-business va changer et va changer de façon assez pointue dans certains cas parce que les modes de consommation ou les achats qui sont faits sur Internet diffèrent de l'achat qui peut être fait dans une grande surface ou chez un caviste. Donc on assiste aujourd'hui, ça a commencé un peu en Chine et c'est suivi aujourd'hui au niveau des États-Unis, à des conditionnements qui ne sont plus, je dirais, du 75 ou 70 centilitres selon les pays, mais qui peuvent descendre sur les flasques. Et la part de la flasque aujourd'hui devient de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on consomme chez soi et on consomme avec 1 ou 2 personnes. Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en compte.
Et l'autre élément, c'est par rapport au voyage. À partir du moment où on va voyager un peu moins, ce sont des budgets qui risquent d'être réalloués sur d'autres modes de communication. Donc effectivement, on ne peut pas dire que ça n'aura pas d'impact sur le futur dans les stratégies qu'on aura élaborées. Ce qui est certain à 3 ans, c'est qu'effectivement, les voyages ne vont pas reprendre l'année prochaine, ni 22, et peut-être en 23, 24. Hein. Donc, à l'horizon 3 ans, les compagnies aériennes et le tourisme ont du souci à se faire. Oui. On est certain d'une seule chose, c'est que tout est incertain. Next question. Dans le fonctionnement de Loïc Pelletier, dans le fonctionnement de vos entreprises, est-ce que vous voyez le risque d'assèchement du fait, l'assèchement des idées, de la réflexion générale, du fait que les gens n'ont plus les rencontres physiques? Est-ce que vous pensez que les rencontres à distance, les Zooms, ainsi de suite, peuvent pallier cette richesse qu'il y a dans les échanges et dans la conception ou la mise au point d'idées? Alors là, ça c'est effectivement assez compliqué. Moi, très concrètement, sur la partie supply chain, et donc procurement, achat, alors là c'est très compliqué parce que faire une négo en Skype, c'est juste pas possible. Donc, et ça vraiment c'est très compliqué. Et puis on est sur des marchés qui sont très difficiles. Donc le cuivre, à la limite, bon, c'est des indicateurs, mais tout ce qui est acier, faire une négo sur l'acier en visioconférence, ça marche pas. Si on n'a pas les gens en face pour sentir, enfin voilà, on est tous dans de l'humain, on a besoin d'avoir les gens en face de nous. Et on n'a pas du tout les mêmes résultats quand on fait une négociation en Skype ou par téléphone que quand on a les gens en face. Parce que, enfin voilà, moi, mon job, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Et pour aller le plus loin possible, il faut sentir la personne qui est en face. Et ça se fait pas, sur une visio, surtout quand la plupart du temps, on se retrouve avec des carrés, et puis le gars qui, ça coupe. Parce que là, c'est facile. Hein. Ça coupe beaucoup plus vite. Hein. Quand il y a des problématiques, là, tout d'un coup, tunnel. Les tunnels en visio, c'est quand même dingue. Bon. Donc ça, effectivement, ça va être très, très compliqué. Hein. En tout cas, sur notre partie à nous. Je crois qu'il y a un risque que ça s'assèche, les idées. Après, moi, ce que j'ai retenu de cette période-là, c'est j'ai trouvé que l'être humain était quand même génial. Voilà, parce qu'il s'est quand même adapté. On a trouvé toujours des solutions. Et moi, je crois plutôt à ça. Voilà, que, quoi qu'il arrive, on va toujours trouver des solutions. Donc, il y a un risque, mais je pense qu'il est assez faible. Moi. Il y a peut-être un domaine, je me permets de répondre, c'est l'innovation. Innover tout seul chez soi, c'est plus dur. L'innovation, c'est des groupes d'innovation animés. Moi, j'aurais tendance à nuancer un peu votre propos parce que je pense que, sans faire offense à qui que ce soit ici, nous sommes des dinosaures. C'est-à-dire que concrètement, pour notre génération, effectivement, innover, on a été habitué à travailler comme ça, communication non verbale, on innove, on crée. Est-ce que pour les générations qui arrivent, ce sera vraiment un enjeu pour eux de se retrouver et finalement, ils ne vont pas innover chacun devant leur ordi, je ne sais pas où, et en Bermuda et je ne sais quoi, moi je ne sais pas répondre. Peut-être encore une dernière question avant de conclure. Enfin, ce qui ne sera pas une conclusion, qui sera une ouverture. Dernière question. Eh bien, écoutez, je voudrais remercier ceux qui nous ont aidés à organiser ce débat, l'Union patronale qui nous a beaucoup soutenus, le Crédit Agricole et la Chambre de commerce. Je remercie M. Brault, M. Laurent Martin du Crédit Agricole et Jean-Charles Vicard qui n'a pas pu venir et faisait sa vendange, donc je l'excuse. Merci à ces 3 supporters du Club des donateurs qui donc espère que vous le soutiendrez. Je remercie beaucoup nos 5 chefs d'entreprise et je pense qu'on peut les applaudir.